Une légende capable de transformer n'importe quelle mélodie en pure magie. Un artiste dont la voix a révolutionné toute une génération. Mais derrière les projecteurs et cette sensualité hypnotique se cachait un homme dévoré par ses propres ténèbres intérieures. Pendant près de 40 ans, deux femmes ont gardé des secrets terrifiants sur leur vie aux côtés de Marvin Gaye. Anna Gordy, l'architecte invisible de Motown, Janis Hunter, l'adolescente transformée en victime émotionnelle. Leurs révélations vont vous glacer le sang. Bienvenue sur Secret Stars, la chaîne qui révèle les vérités interdites du monde des célébrités. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à dévoiler ces histoires que l'industrie musicale préfère enterrer à jamais. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va complètement changer votre perception de cette icône. Lorsque Janis Hunter a poussé la porte de ce studio d'enregistrement californien, elle pensait vivre le plus beau jour de sa vie. Rencontrer enfin son idole d'enfance, l'homme dont la voix l'avait accompagnée pendant toutes ces années solitaires. Mais elle venait en réalité d'entrer dans un piège dont elle ne pourrait jamais vraiment s'échapper. Janis avait grandi en vénérant Marvin Gaye comme une figure presque divine. Chaque apparition télévisée, chaque chanson à la radio. Pour cette jeune fille en manque cruel de repères affectifs, Marvin incarnait bien plus qu'un simple chanteur. Il représentait un sanctuaire émotionnel, une promesse de sécurité. Pensez à vous abonner maintenant. Votre soutien nous permet de révéler ces témoignages bouleversants que personne n'ose raconter. Quand leurs yeux se sont croisés cette première fois, Janis n'était plus une simple fan. C'était une jeune femme désespérément affamée d'attention, de reconnaissance, d'appartenance. Et Marvin, cette légende déjà fracturée par ses propres démons, l'a repérée instantanément. Dans les mémoires qu'elle a publiées des décennies plus tard avec l'aide du biographe David Ritz, Janis décrit ce moment comme celui où l'univers entier s'est renversé sous ses pieds. Elle était absolument persuadée d'avoir trouvé son âme sœur, l'amour éternel, celui dont on ne revient jamais intact. Mais sous cette façade enchanteresse, un danger mortel existait déjà. Marvin n'était pas disponible émotionnellement. Il restait légalement lié à Anna Gordy par les liens du mariage. Et dans l'univers fermé de Motown, absolument tout le monde savait exactement ce que signifiait voir Marvin poursuivre publiquement une nouvelle proie pendant que son divorce traînait interminablement. Janis elle-même a admis plus tard combien cette situation paraissait choquante, même pour les standards permissifs de cette époque. Mais le scandale n'a jamais freiné Marvin. Au contraire, il semblait s'en nourrir comme d'une drogue. Leur liaison s'est embrasée à une vitesse vertigineuse, beaucoup trop rapide pour être saine, beaucoup trop intense pour durer. Marvin n'est pas simplement tombé amoureux, il a commencé à prendre possession, à revendiquer sa propriété, à exercer un contrôle totalitaire. Abonnez-vous à Secret Stars dès maintenant. Votre soutien nous permet de continuer ces enquêtes approfondies sur les faces cachées des stars. Il l'a plongé brutalement dans son univers chaotique. Un appartement presque vide et glauque, un cercle d'amis toxiques et toxicomanes, une existence bohème qui masquait mal le chaos total. Son propre assistant, drogué, dormait littéralement sur le canapé du salon. Janis, émotionnellement immature et aveuglée par l'adoration, a tragiquement confondu cette instabilité maladive avec de l'intimité authentique. Elle a interprété cette intensité maladive comme une passion profonde et rare. Lorsqu'ils sont devenus physiquement intimes, Janis a décrit leur union sexuelle comme simultanément transcendante et terriblement malsaine. Dans ses confessions écrites, elle évoque une connexion explosive, presque violente dans son intensité. Ils faisaient l'amour sans arrêt, sans aucune protection. Marvin voulait clairement un enfant, et Janis, complètement perdue dans l'illusion romantique, n'a absolument rien fait pour s'y opposer. C'est précisément à ce moment que le conte de fées a commencé sa descente aux enfers. Marvin ne se contentait pas d'aimer Janis de manière normale, il en avait besoin d'une façon obsessionnelle, possessive, suffocante. Il voulait l'arracher complètement de son existence ordinaire, l'école, les amitiés, tout environnement où d'autres hommes auraient pu remarquer sa présence. Sa jalousie pathologique n'était pas un secret. Il la proclamait ouvertement, sans aucune honte. « Je refuse de te partager avec qui que ce soit », lui martelait-il constamment, transformant chaque homme croisé en rival mortel potentiel. Ce n'était pas une simple insécurité passagère, c'était une domination psychologique totale, camouflée sous l'apparence de la dévotion amoureuse. N'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer ces enquêtes approfondies sur les faces cachées des stars. Un incident particulièrement révélateur. Marvin a emmené Janis directement chez Anna Gordy pour recruter son fils d'un précédent mariage. Il a laissé la jeune femme pétrifiée sur le siège passager de la voiture, comme un trophée vivant exhibé devant toute la royauté de Motown. Anna est sortie lentement de sa maison, a fixé longuement cette jeune rivale tremblante assise dans la voiture et a lâché une phrase qui résonne encore aujourd'hui comme une malédiction.
Je voulais simplement voir de mes propres yeux à quoi ressemblait quelqu'un comme toi. Maintenant que je t'ai vu, ne reviens plus jamais ici. » Janice a bien à peine osé entr'ouvrir sa fenêtre, terrorisée. Peu de temps après, Janice est tombée enceinte pour la première fois, puis a tragiquement perdu ce bébé dans une fausse couche douloureuse. Marvin l'a consolée en apparence, mais même sa compassion était teintée d'une fixation malsaine et troublante. Il parlait constamment comme si cet enfant perdu aurait nécessairement dû être un garçon. Lorsqu'elle a finalement accouché de leur premier enfant vivant en 1974, leur fille Nona, Janice a révélé quelque chose d'absolument déchirant dans ses mémoires. Ses tout premiers mots à Marvin, juste après l'accouchement: « Je suis tellement désolée ». Pas un cri de joie, pas une explosion de pretièreté maternelle, une excuse, une demande de pardon, parce qu'elle percevait déjà la déception brutale dans le regard glacial de Marvin. Il voulait désespérément un son, elle lui avait donné une fille. C'est exactement à cet instant précis que l'amour a commencé à ressembler davantage à une pression écrasante qu'à une chaleur réconfortante. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune révélation. Votre soutien nous permet de continuer ces inquiétudes exclusives. Après l'accouchement, le contrôle émotionnel s'est rapidement transformé en cruauté psychologique ouverte. Marvin examinait le corps postpartum de Janice avec un regard clinique, froid et dégoûté. Il commentait ses vergetures sans aucun ménagement, sans aucune empathie. Il doit forcément exister un moyen médical pour te débarrasser de ces choses répugnantes, disait-il avec un mépris à peine voilé. Il avait ardemment désiré qu'elle devienne mère de ses enfants, mais il ne supportait absolument pas les conséquences physiques visibles et permanentes de cette maternité qu'il lui-même avait imposée. Voilà précisément ce que le silence de Janice a dissimulé pendant des décennies entières. Marvin ne brisait pas simplement les cœurs comme un séducteur ordinaire, il déformait complètement la réalité psychologique de ses victimes. Il poussait Janice vers des situations extrêmes, puis la punissait émotionnellement et violemment pour avoir réagi comme un être humain normal doté de sentiments. Dans un souvenir particulièrement dérangeant qu'elle partage dans son livre autobiographique, ils étaient tous les deux complètement intoxiqués. Marijuana, cocaïne, alcool, tout était flou et dangereux. Marvin a alors proposé une expérience sexuelle dégradante impliquant un autre couple présent. Janice n'en voulait absolument pas, mais elle cherchait désespérément à satisfaire tous les caprices de Marvin. Elle vivait dans la terreur constante de le perdre définitivement. Marvin s'est alors imposé comme l'orchestrateur sadique de toute cette scène humiliante. Pensez à vous abonner à Secret Stars. Votre soutien nous permet de préserver ces témoignages historiques essentiels. Ensuite, lorsqu'elle n'a pas réagi exactement comme il l'espérait dans son scénario pervers, il a immédiatement transformé ce moment en humiliation publique totale. « Tu as adoré ça, n'est-ce pas ?» insistait-il avec un sourire cruel et satisfait. Quand elle répondait faiblement non, il refusait catégoriquement de l'accepter. Il l'accusait violemment d'être sauvage, insatiable, dépravée, honteuse, jusqu'à ce qu'elle s'effondre complètement en larmes. « Ce n'était pas mon fantasme, Marvin, c'était uniquement le tien », a-t-elle enfin hurlé, dans un moment de lucidité désespérée. Cette réponse courageuse a exposé toute la cruauté psychologique derrière son fantasme tordu. Observer la pureté absolue se transformer progressivement en perversion totale est quelque chose d'absolument fascinant pour moi. Tu étais mon ange immaculé, maintenant tu es déchu, souillé, et c'est profondément excitant de te voir tomber aussi bas. Cette déclaration n'est pas simplement choquante ou déplacée, elle révèle toute l'étendue terrifiante du sadisme pathologique de cet homme. Même leur vie sociale en apparence glamour et enviable était dangereuse et toxique. Ils faisaient régulièrement la fête avec des célébrités comme Richard Pryor et assistaient à des scènes qui n'avaient absolument rien de divertissant ou d'amusant. Janice raconte dans ses mémoires avoir vu Pryor, complètement défoncé aux drogues dures, frapper sauvagement sa compagne avec une bouteille de vin en verglas, hurlant comme un fou sur tout le monde présent dans la pièce. La réaction de Marvin face à cette violence domestique, il riait aux éclats et disait ensuite à Janice qu'elle devrait se sentir privilégiée et honorée d'assister à de tels moments authentiques de la vie des stars. Abonnez-vous dès maintenant, votre soutien nous permet de continuer ces divulgations exclusives. Elle raconte également une soirée particulièrement traumatisante où Ryan O'Neal s'est collé à elle de manière totalement inappropriée, la coinçant physiquement, violant complètement son espace personnel. Elle ne l'a jamais mentionné à Marvin, non par indifférence, mais par terreur absolue de ce qu'il pourrait faire comme représailles violentes. Plus tard, elle a compris la vérité la plus dérangeante et inquiétante de toutes. Marvin semblait parfois prendre un plaisir pervers à la placer délibérément dans des situations où d'autres hommes la désiraient ouvertement. Il alimentait potentiellement sa propre jalousie maladive comme une source de stimulation et d'excitation psychologique tordue. Cette obsession pathologique ne s'est pas calmée lorsqu'ils sont devenus officiellement une famille. Au contraire, elle s'est dramatiquement intensifiée et aggravée.
Janice a donné un fils à Marvin en 1975. Pendant un très bref instant, Marvin s'est légèrement adouci. Mais leur environnement s'est rapidement transformé en brouillard permanent et toxique de drogue dure et de paranoïa destructrice. Cocaïne quotidienne, marijuana constante, cette intensité permanente qui transformait toute émotion ordinaire en question de vie ou de mort absolue. Marvin sombrait progressivement dans la suspicion maladive et la paranoïa irrationnelle. Il tendait constamment des pièges élaborés à Janice, la poussait délibérément dans des situations compromettantes, puis surgissait soudain comme un détective privé obsessionnel, espérant désespérément la surprendre en flagrant délit de trahison imaginaire. Lorsque Janice a finalement fait ce que tant de personnes émotionnellement brisées finissent par faire, chercher désespérément de l'affection et de la tendresse ailleurs, Marvin a immédiatement transformé cette douleur légitime en violence physique pure et terrifiante. N'oubliez pas de vous abonner à Secret Stars. Votre soutien nous permet de continuer ces révélations exclusives et dérangeantes. Janice a courageusement reconnu dans ses mémoires avoir eu de brèves liaisons extra-conjugales avec les chanteurs Teddy Pendergrass et Frankie Beverly. Mais même ces relations n'étaient absolument pas de simples aventures égoïstes ou légères. Elles étaient directement les retombées tragiques d'une guerre émotionnelle dévastatrice qui durait depuis des années. Marvin l'avait poussé si longtemps et si violemment vers la tentation, l'avait constamment défié de franchir des limites morales, que lorsqu'elle l'a finalement fait par désespoir, il est devenu complètement incontrôlable et dangereux. Lors de l'un des moments les plus absolument terrifiants de toute sa vie, Marvin, sous l'emprise d'un cocktail mortel de drogue dure et de rage psychotique, a pressé fermement un couteau de cuisine aiguisé contre la gorge tremblante de Janice. Dans ses mémoires déchirantes, elle écrit avec une franchise bouleversante « Il a saisi violemment un grand couteau de cuisine et l'a posé délibérément contre ma gorge. J'étais complètement pétrifiée, incapable du moindre mouvement, certaine qu'il allait me tuer. » Puis est venue cette phrase qui résonne comme l'effondrement total et définitif d'une âme humaine autrefois brillante. « J'étais beaucoup trop aimé pour mon propre bien. Je te supplie maintenant de me provoquer suffisamment pour que je puisse enfin nous libérer tous les deux définitivement de cette misère insupportable. » Ce n'était pas une simple dispute conjugale ordinaire ou banale, c'était un homme gravement malade demandant explicitement à sa femme terrorisée de l'aider activement à commettre un double meurtre-suicide. Abonnez-vous maintenant pour soutenir notre travail. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces vérités que l'industrie veut cacher. Et pourtant, ce qui rend l'histoire tragique de Janice si profondément et viscéralement bouleversante, c'est qu'elle l'aimait encore désespérément, malgré absolument tout, malgré la violence quotidienne, les humiliations constantes, les menaces de mort répétées. Elle revenait sans cesse mentalement au Marvin romantique de la musique douce, celui qui pouvait parfois être tendre, poétique, vulnérable, presque enfantin dans sa fragilité. Janice a activement contribué à construire toute l'image publique glamour de Marvin, depuis l'intérieur, même pendant que sa propre vie personnelle s'effondrait complètement et irrémédiablement. Elle a chanté les chœurs féminins sur le tube légendaire et immortel « Got to Give It Up ». Elle est restée fidèlement dans le studio d'enregistrement, observant avec admiration Marvin façonner méticuleusement une chanson absolument destinée à devenir immortelle dans l'histoire de la musique. Elle a personnellement aidé à définir son look scénique devenu iconique, ses tenues légendaires, sa présence sensuelle hypnotique, toute sa mythologie publique soigneusement construite. Mais plus elle polissait et perfectionnait cette légende publique étincelante, plus elle disparaissait progressivement et tragiquement en tant que personne réelle dotée de besoins et de sentiments. Lorsqu'ils se sont finalement officiellement mariés en 1977, Janice n'entrait pas absolument pas dans la stabilité espérée. Elle s'enfonçait au contraire encore davantage dans le feu destructeur. Marvin lui disait froidement et cruellement qu'il l'aimait bien mais qu'il n'était pas définitivement pas amoureux d'elle, nuance brutale et dévastatrice qui la détruisait quotidiennement de l'intérieur. Il critiquait impitoyablement son corps, alors qu'elle avait à peine 20 ans, lui donnant le sentiment horrible d'avoir déjà perdu toute sa jeunesse et sa beauté, avant même de comprendre pleinement qu'elle les possédait encore. Pensez à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer ces enquêtes approfondies sur la face sombre des célébrités. Leurs disputes conjugales sont devenues absolument terrifiantes et dangereuses. Marvin donnait des coups de volant brusques et violents avec leurs jeunes enfants attachés à l'arrière de la voiture, menaçant explicitement de quitter volontairement la route, transformant consciemment la peur pure en arme de contrôle psychologique total.
Il les a complètement abandonnés émotionnellement, physiquement, financièrement, disparaissant pendant des semaines entières à Hawaï ou dans d'autres destinations exotiques, puis l'appelant soudainement plus tard, comme si absolument rien ne s'était passé, la suppliant pathétiquement de revenir graviter docilement autour de lui comme une planète autour du Soleil. Et même après la séparation officielle, même après le divorce juridique finalisé, Marvin ne parvenait toujours pas à la laisser partir complètement et définitivement. Janice n'était pas seulement son ex-épouse légale, elle restait son obsession permanente et dévorante, simultanément sa muse inspiratrice et sa punition auto-infligée. Avant Janice Hunter, il y avait Anna Ruby Gordy, la femme puissante qui se tenait fermement aux côtés de Marvin Gaye bien avant que le monde entier ne le proclame génie musical absolu. Anna n'était absolument pas une simple épouse décorative ou passive. Elle était sa véritable mentor professionnelle dans l'industrie musicale impitoyable, sa partenaire créative d'écriture, l'architecte complètement invisible de tous ses premiers succès commerciaux. Abonnez-vous à Secret Stars dès maintenant. Votre soutien nous permet de préserver ces histoires oubliées par l'histoire officielle. En tant que sœur biologique de Berry Gordy, le fondateur légendaire et tout-puissant de Motown Records, Anna Gordy n'était définitivement pas une femme dont on tombait simplement amoureux par hasard. C'était quelqu'un qui pouvait littéralement ouvrir ou fermer définitivement toutes les portes de l'industrie musicale. Elle faisait intégralement partie de la royauté absolue de Motown, et lorsque Marvin l'a officiellement mariée en 1963, cette décision audacieuse a complètement stupéfié tous les initiés et les professionnels de l'industrie. Ce n'était pas seulement l'écart d'âge significatif, 10 ans entiers séparaient Anna de Marvin, c'était surtout l'écart de pouvoir professionnel absolument colossal et écrasant. Anna s'était déjà bâti une réputation professionnelle impressionnante et solide bien avant que Marvin n'entre même dans la lumière publique. Dès 1958, elle avait courageusement cofondé Anna Records à Détroit, devenant ainsi l'une des toutes premières femmes noires américaines dirigeantes de maisons de disques dans l'histoire des États-Unis. Elle avait personnellement coécrit plusieurs chansons devenues des succès commerciaux majeurs. Sa réputation bien méritée de femme extrêmement avisée, brillamment créative et farouchement protectrice de tout l'empire Motown faisait incontestablement d'elle une figure absolument imposante dans une industrie totalement et brutalement dominée par les hommes blancs. Marvin, âgé de seulement 24 ans au moment précis de leur mariage officiel, n'avait absolument pas encore atteint les sommets vertigineux de superstardom international. À bien des égards concrets, Anna était simultanément son ancre émotionnelle stabilisante et son bouclier professionnel protecteur. N'oubliez pas de vous abonner à Secret Stars. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces vérités que l'industrie veut cacher. Et pourtant, ce qui rend l'histoire tragique de Janice si profondément et viscéralement bouleversante, c'est qu'elle l'aimait encore désespérément, malgré absolument tout. Malgré la violence quotidienne, les humiliations constantes, les menaces de mort répétées. Elle revenait sans cesse mentalement au Marvin romantique de la musique douce, celui qui pouvait parfois être tendre, poétique, vulnérable, presque enfantin dans sa fragilité. Janice a activement contribué à construire toute l'image publique glamour de Marvin depuis l'intérieur, même pendant que sa propre vie personnelle s'effondrait complètement et irrémédiablement. Elle a chanté les chœurs féminins sur le tube légendaire et immortel « Got to Give It Up ». Elle est restée fidèlement dans le studio d'enregistrement, observant avec admiration Marvin façonner méticuleusement une chanson absolument destinée à devenir immortelle dans l'histoire de la musique. Elle a personnellement aidé à définir son look scénique devenu iconique, ses tenues légendaires, sa présence sensuelle hypnotique, toute sa mythologie publique soigneusement construite. Mais plus elle polissait et perfectionnait cette légende publique étincelante, plus elle disparaissait progressivement et tragiquement en tant que personne réelle dotée de besoins et de sentiments. Lorsqu'ils se sont finalement officiellement mariés en 1977, Janice n'entrait absolument pas dans la stabilité espérée. Elle s'enfonçait au contraire encore davantage dans le feu destructeur. Marvin lui disait froidement et cruellement qu'il l'aimait bien mais qu'il n'était définitivement pas amoureux d'elle. Nuance brutale et dévastatrice qui la détruisait quotidiennement de l'intérieur. Il critiquait impitoyablement son corps, alors qu'elle avait à peine 20 ans, lui donnant le sentiment horrible d'avoir déjà perdu toute sa jeunesse et sa beauté, avant même de comprendre pleinement qu'elle les possédait encore. Pensez à vous abonner à Secret Stars. Votre soutien nous permet de continuer à dévoiler ces secrets que l'industrie veut cacher.
Pourtant, même l'amertume la plus profonde et la plus tenace peut parfois s'adoucir progressivement avec le temps qui passe inexorablement. Dans l'un des moments les plus discrètement puissants et émouvants de ses mémoires posthumes, Janice Hunter raconte avoir été personnellement invitée chez Anna Gordy de nombreuses années après la mort tragique et violente de Marvin. C'était spécifiquement pour le tournage professionnel d'un documentaire télévisé consacré à l'héritage musical durable de Marvin. Janice hésitait profondément et terriblement, craignant sincèrement que cette femme qu'elle avait involontairement et gravement blessée des décennies plus tôt ne soit glaciale, distante, hostile ou franchement haineuse. Mais ce qu'elle a découvert avec stupéfaction l'a profondément et émotionnellement surprise. Anna s'est montrée remarquablement gracieuse, chaleureuse, accueillante, humaine. Lors d'une pause technique du tournage documentaire, Janice lui a courageusement demandé de lui parler en privé, loin des caméras indiscrètes. En larmes incontrôlables, elle s'est sincèrement excusée. « Si j'ai fait absolument quoi que ce soit pour te blesser personnellement ou te faire du mal, je veux sincèrement que tu saches que je suis profondément et authentiquement désolée. Ce n'était jamais mon intention consciente de te faire souffrir. Je suis simplement tombée amoureuse, et nous étions malheureusement toutes les deux amoureuses du même homme compliqué. » Anna l'a regardé longuement et intensément, puis a finalement répondu quelque chose qui a instantanément et complètement tout changé entre elles. « Tu ne m'as personnellement jamais fait aucun mal direct. » Le pensait-elle vraiment sincèrement au fond de son cœur meurtri? Seule Anna le savait vraiment et intimement. Mais sur son mur domestique, Janice a soudainement remarqué une photographie soigneusement encadrée de Nona Gay, sa propre fille biologique avec Marvin. Ce n'était absolument pas un simple objet décoratif banal ou anodin, c'était une reconnaissance silencieuse mais puissante de la famille élargie, du pardon difficile mais authentique et de l'héritage extrêmement complexe qu'elles portaient maintenant toutes les deux ensemble. Anna Gordy est paisiblement décédée en janvier 2014 à l'âge vénérable de 92 ans. Contrairement totalement à Janice Hunter, elle n'a strictement jamais écrit de mémoires autobiographiques publiques, n'a jamais accordé d'interviews révélatrices sensationnelles, n'a jamais répondu publiquement et directement aux accusations violentes que Marvin avait cruellement gravées dans le vinyle commercial. Son silence absolu, autrefois fréquemment interprété comme de la froideur hautaine ou de détachement calculé, ressemble aujourd'hui bien davantage à de la dignité personnelle pure et admirable. Abonnez-vous à Secret Stars maintenant, votre soutien nous permet de préserver ces mémoires tragiques et essentielles. Le 1er avril 1984, une date qui résonne encore aujourd'hui comme une plaie ouverte et purulente pour tous ceux qui ont sincèrement aimé la musique sublime de Marvin Gaye. C'était le dimanche des Rameaux dans le calendrier chrétien, à exactement un jour seulement de ce qui aurait normalement dû être son 45e anniversaire joyeux. Au lieu d'une célébration festive attendue, le monde entier choqué s'est brutalement réveillé face à des titres de journaux qui ont complètement sidéré l'industrie musicale internationale. Marvin Gaye, la voix légendaire de la vulnérabilité émotionnelle et de la rébellion sociale, avait été sauvagement abattu par balle. Et pas du tout par un inconnu anonyme quelconque, pas par un fan psychologiquement dérangé, pas même par le système politique et social oppressif qu'il dénonçait si courageusement et régulièrement dans ses chansons engagées. Il a été mortellement tué par son propre père biologique, Marvin Gaye Sr., dans la maison familiale qu'ils partageaient tous ensemble à Los Angeles. Les détails factuels sont absolument glaçants et terrifiants. Marvin aurait courageusement intervenu dans une dispute conjugale violente entre ses deux parents âgés. Après des années et des années accumulées de tensions émotionnelles insupportables, de pressions religieuses étouffantes et de traumatismes familial profonds et jamais résolus entre père et fils, tout a soudainement explosé en violence physique meurtrière. Selon les rapports officiels de police, Marvin aurait physiquement poussé ou battu son père après avoir entendu ce dernier rabaisser et insulter cruellement sa mère adorée. En réponse directe et immédiate, Marvin Gaye Sr. a rapidement saisi une arme à feu chargée, ironiquement un revolver Smith & Wesson calibre 38 que Marvin lui avait personnellement offert en cadeau quelques mois seulement auparavant, et a tiré 2 fois consécutives sur son propre fils unique. La première balle meurtrière lui a pénétré violemment la poitrine, transperçant mortellement son cœur battant. La seconde balle lui a atteint l'épaule gauche. Il s'est immédiatement écrasé. À 12h38, il était cliniquement mort, déclaré officiellement au California Hospital Medical Center à 13h01.
Le monde entier a brutalement perdu une icône musicale irremplaçable. Ses enfants ont tragiquement perdu un père complexe. Et Janis a définitivement perdu l'homme qui l'avait simultanément détruite psychologiquement et définie existentiellement. Elle n'avait que 29 ans seulement. N'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer ces révélations exclusives et déchirantes. Dans les jours et les semaines qui ont suivi sa mort violente et choquante, Janis a été complètement paralysée par un mélange toxique de chagrin ininsolable, de culpabilité irrationnelle et d'engourdissement émotionnel total. Il m'a fallu des décennies entières avant de finalement comprendre que ce n'était pas moi qui nous avait irrémédiablement brisés, que j'avais miraculeusement survécu à quelque chose que je n'ai pleinement compris qu'une fois que tout était définitivement terminé. Dans les longues années qui ont suivi la mort tragique de Marvin, la bataille légale acharnée pour protéger fidèlement son héritage est progressivement passée à ses enfants survivants et dévoués. En 2013, Marvin Gaye III s'est publiquement joint à Janis, Nona et Frankie pour intenter collectivement un procès légal majeur contre les artistes Pharrell et Williams, accusant formellement leur tube commercial Blurred Lines d'avoir délibérément plagié le groove classique et iconique de Got to Give It Up. Abonnez-vous maintenant pour soutenir notre travail. Votre soutien nous permet de continuer à dévoiler ces vérités essentielles. Ce n'était absolument pas une bataille légale ordinaire, c'était un véritable combat passionné pour l'intégrité artistique et le respect de l'héritage créatif. En 2015, le jury a finalement donné raison à la famille Gaye. La succession a obtenu plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Puis en 2018, la légende musicale Quincy Jones a fait des gros titres sensationnels, en affirmant avec désinvolture dans une interview que Marvin aurait eu une liaison homosexuelle secrète avec l'acteur Marlon Brando. La famille de Marvin a rapidement réagi avec indignation. Jones est ensuite revenu sur ses propos controversés. Le 6 décembre 2022, Janis Hunter Gaye est paisiblement décédée à son domicile du Rhode Island. Elle avait 66 ans. Ses enfants ont confirmé sa disparition dans un communiqué sobre. Elle a fait de son mieux pour préserver son héritage. Janis ne s'est jamais remariée. Elle a vécu ses dernières années dans une dignité discrète. Abonnez-vous à Secret Stars pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer ces investigations exclusives. Aujourd'hui, alors que les deux épouses de Marvin sont disparues, la vérité repose dans la musique qu'il a laissée et dans les témoignages de celles qui l'ont connu intimement. Le monde se souvient des tubes immortels, mais Anna et Janis, elles, se souviennent du prix à payer. La grandeur artistique peut-elle excuser les dégâts humains? Faut-il séparer l'artiste de l'homme? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous à Secret Stars pour découvrir d'autres vérités cachées. Votre soutien nous permet de continuer ce travail essentiel. Merci de nous avoir accompagnés. À très bientôt pour une nouvelle révélation exclusive.